Le choc. Le 20 janvier 2025, à 12h, Trump redevient président des États-Unis. Certains disent que nous sommes au début d'un cycle. D'autres, au contraire, affirment que nous sommes à la fin d'un cycle, la fin du cycle du triangle d'or. La question, elle n'est plus théorique. Allons-nous choisir de nous diriger vers le triangle de fer, fait de friction et de blocs, ou faisons-nous le choix de nous diriger vers le triangle de cuivre, porteur d'espoir? Quelle stratégie adopter pour les entreprises dans un monde en pleine reconfiguration qui va osciller entre le triangle de fer, d'or et de cuivre? Bienvenue dans Choc et Stratégie, une série conçue par Kea et par la FMES, Fondation méditerranéenne des études stratégiques. Je suis Pierre Denis, fondateur de Toutac et partenaire groupe de Kea. Aujourd'hui, nouvelle donne géopolitique et stratégie d'entreprise. Bonjour Pascal Hausseur. Bonjour Pierre. Vous êtes directeur général du think tank FMES et aussi, en tant qu'amiral, vous avez passé une vingtaine d'années en mer avant d'aller à Paris à l'échelon stratégique. Bonjour Hervé. Bonjour Pierre. Vous êtes senior partner de Kea, entrepreneur et cofondateur de ce groupe. Vous êtes spécialiste de la géopolitique et en charge des industries de souveraineté. Alors ma première question, elle est pour vous Hervé. Vous avez construit cette vision des nouvelles bases de développement mondial autour du triangle d'or, de fer et de cuivre. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi nous quittons cet âge d'or qui est le triangle d'or? Qu'est-ce qu'il caractérisait? Alors, le triangle d'or, c'est d'abord une période inespérée depuis 1990. C'est la conjonction de trois éléments au même moment. On a le multilatéralisme, donc c'est la capacité à travailler ensemble entre puissances. Il y a le deuxième point, c'est effectivement le rattrapage des pays émergents. Donc en fait, tous les pays, effectivement, ont une capacité, une force de frappe pour recoller au peloton occidental. Et le troisième élément, c'est un dynamisme démographique incroyable, et en particulier sur la population active de ces pays émergents. Et donc tout ça, ça fait une formidable croissance pour l'ensemble des entreprises et d'ailleurs l'ensemble des populations, puisqu'on a vu quand même une augmentation globale du niveau de vie. Et donc pour les entreprises, si on transfère ce que vous avez décrit sur le plan géopolitique, qu'est-ce que ça donne pour les entreprises, ces trois éléments du triangle d'or? Alors, le triangle d'or stratégique pour les entreprises, c'est aussi, en fait, une stratégie qui s'organise autour de trois piliers. Le premier pilier, c'est la spécialisation. Si je veux conquérir le monde, il faut que je sois recentré sur un métier, sur des catégories de produits. Et donc, j'étends cette catégorie à l'ensemble du monde. La deuxième, c'est une chaîne de valeur ajoutée mondialisée. Donc, je m'organise pour délivrer dans tous les coins du monde ou pour importer de tous les coins du monde les produits ou les services les plus efficaces possibles. Et le dernier élément, c'est le pari sur l'économie de la compétence, c'est-à-dire que les compétences, c'est extrêmement important. Je vais me recentrer sur l'économie de la connaissance et je vais certainement externaliser, délocaliser, outsourcer certaines fonctions et en particulier les fonctions de production. Voilà. Et donc ce cocktail est extrêmement efficace et porte les entreprises pendant plus de 25 ans. Alors, on quitte le triangle d'or. Pascal, moi j'aimerais comprendre si, quand j'ai entendu triangle de fer, je me suis dit rideau de fer. C'est pas une expression qui nous faisait plaisir il y a encore quelques années. Ça signifie quoi pour vous qu'il y ait ce triangle d'or? On retourne au rideau de fer, au triangle de fer, ou on va jusqu'au 19e siècle? On va même au-delà. À mon avis, je rejoins tout à fait ce que dit Hervé, mais simplement, les 30 dernières années ont été une accélération, peut-être un climax, une apogée d'un phénomène qui a probablement démarré au moment de la Renaissance européenne et qui a accéléré avec l'industrialisation, la révolution industrielle, qui est née en Europe aussi, et qui a fait que le monde entier s'est progressivement à converger vers un modèle européen, qui était porté par l'économie. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec le fait que cette apogée, elle a été un triangle d'or économique absolument extraordinaire. L'économie était reine, le monde s'homogénéisait sur un modèle qui était le nôtre, la liberté, la technologie, la raison, la science et la politique qui devient de moins en moins pertinente puisque l'économie l'emporte. Et il se trouve que, pour des raisons qu'on pourra détailler,
le balancier repart dans l'autre sens. Mais il repart jusqu'où ? Alors, il revient pas en arrière. Alors le coup la comparaison du balancier est peut-être pas très bonne parce qu'on a l'impression du coup que finalement rien ne change. On revient et on repart, etc. Alors qu'en fait, on ne déconstruit pas le passé. Depuis 2 siècles, on est passé à 8 milliards d'êtres humains. Quand moi je suis né, on était à peine 4 milliards, moins de 4 milliards, 3 milliards. Donc c'est extraordinaire. Et ça, on peut pas l'effacer. La globalisation, cette interaction de ces 8 milliards d'êtres humains sur la planète, et elle existe, elle est là. Et donc on pourra pas non plus faire comme si ça n'existait pas. Donc on ne revient pas au 19e siècle, on ne revient pas au 18e siècle, on ne revient pas dans le passé. En revanche, la période que nous avons vécue depuis 200 ans et qui s'est accélérée avec la chute du mur de Berlin, depuis 30 ans, avec cette espèce d'apogée du libéralisme économique avec The Economy Stupid, pour reprendre l'expression de Clinton, eh bien celle-là, elle est derrière nous. Il faut réinventer un nouveau monde qui ne sera pas un retour, on peut l'espérer, à un âge de fer, mais qui sera plus intelligent et qui tiendra compte de cette nouvelle situation. Mais le monde occidental, il peut quand même échapper à ce triangle de fer, alors que là, on semble parti dans quelque chose qui nous mène tout droit. Le monde occidental, s'il veut, il faudra qu'il s'adapte. C'est comme les dinosaures, lorsque l'environnement change, s'il ne veut pas mourir, il faut qu'il s'adapte. Et donc, nous sommes confrontés à cette adaptation qui est compliquée pour le monde occidental parce que nous étions au centre du jeu, puisque le monde convergeait vers nous, et que là, le monde diverge, les forces centrifuges sont partout, et il va falloir qu'on recrée notre place dans un monde qui n'est plus tout à fait le nôtre, qui n'est pas celui que nous attendions. Et donc, il va falloir faire preuve de lucidité pour accepter ce monde qui n'est pas le nôtre, d'adaptation pour prendre en compte les réalités d'un monde qui change de normes, qui change de règles, avec un retour de la violence, un retour de la compétition, et en même temps d'intelligence pour réussir à survivre dans un monde où l'altérité existe partout. Donc, je voudrais quand même mieux comprendre à quoi on risque d'échapper, c'est-à-dire le triangle de fer. Hervé, est-ce que vous pouvez nous redire, c'est quoi ce triangle de fer auquel il faudrait qu'on échappe ? Alors, le triangle de fer, contrairement au triangle d'or, c'est toujours la conjonction de 3 éléments, mais qui ne sont pas forcément favorables. Donc, c'est une confrontation entre blocs, c'est la fermeture des frontières, ou en tout cas à travers des tarifs douaniers, et c'est aussi un vieillissement démographique. On est à un retournement démographique, y compris d'ailleurs dans les pays émergents, et beaucoup plus rapidement que celui escompté. Et donc, si on transfère ça du côté de l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire ? En quoi ce triangle de fer est-il dangereux pour une entreprise ? Alors aujourd'hui, les entreprises essayent de réagir. Voilà, on travaille dans l'incertitude, on avance avec l'agilité. L'agilité, c'est le grand mot à la mode. Mais fondamentalement, je pense que l'agilité n'est pas une réponse stratégique. L'agilité est une composante favorable, mais ce n'est pas une réponse stratégique. La finalité de l'agilité, c'est le burn-out. On s'épuise. Donc, effectivement, il va falloir réinventer certains éléments, parce que si on reprend les composantes du triangle d'or, ce qui faisait la stratégie d'entreprise, on arrive effectivement à bout de souffle. Spécialisation, si une partie des marchés sont fermés, j'ai plus de capacité, j'ai plus de relais de croissance. Chaîne de valeur ajoutée mondiale, si j'ai des tarifs, tout ça est complètement désorganisé, soit pour des raisons géopolitiques, soit pour des raisons économiques. Et puis, concentration sur l'économie de la compétence. Si je veux réindustrialiser, j'ai besoin de récupérer des savoir-faire, et c'est pas évident. Et d'ailleurs, ce qui est quand même intéressant, la déclaration ou l'aveu finalement de Tim Cook, le patron d'Apple, qui dit je ne suis plus capable de produire des iPhones aux États-Unis. Parce que j'ai perdu, lorsque je délocalise, j'ai perdu des savoir-faire. Ouais. J'ai perdu, non pas un outil de production, j'ai perdu la mise au point produit, j'ai perdu des capacités de montée en puissance. Donc, il faut refondre le modèle, refondre un triptyque stratégique, et c'est ça l'enjeu des quelques années à venir. Alors, pourquoi avoir choisi le cuivre comme troisième triangle ? Et là, je pense à la matière cuivre.
Oui, alors c'est une analogie. Si on dit l'or c'est le métal précieux, c'est la rente, mais la rente c'est fini, hein, comme nous l'a dit Pascal. Le fer, c'est un métal efficace, hein, mais c'est la guerre, c'est l'impasse. Et le cuivre, c'est un métal extraordinaire, hein, puisque c'est quand même le métal de la vie, hein, c'est le métabolisme humain. Ça nous permet de régénérer des globules rouges, ça nous permet de construire notre énergie physique. Et puis plus généralement pour l'économie, ça permet de créer les réseaux numériques, ça permet aussi de bâtir la prochaine génération énergétique. Donc c'est vraiment une aspiration intéressante et une image intéressante. Donc on a bien vu le triangle d'or, un triptyque, le triangle de fer, un deuxième triptyque. Et maintenant, de quoi est composé ce triangle de cuivre? Alors, le triangle, donc trois facettes aussi, hein, pour être en résonance. Alors, la première facette, c'est tout ce qui concerne les alliances et les coalitions. Versus le recentrage sur son métier. Si on veut exploiter de nouveaux marchés, si on veut aller vite, on ne peut pas le faire tout seul. On est obligé de travailler des alliances. Soit des alliances défensives, l'industrie automobile par exemple est en train de faire des alliances avec l'industrie de défense. Elle baisse ses capacités, elle a un savoir-faire, elle peut faire des alliances avec l'industrie de défense pour monter en puissance. On peut aussi faire des alliances pour travailler de nouveaux métiers. Donc on ne peut pas travailler tout seul dans un monde de blocs. Alors je vais prendre ce premier point et je me tourne vers Pascal. On parle là d'alliance dans les entreprises et de coalition. Est-ce que, d'un point de vue géopolitique, ça fait du sens aussi de parler de cela ? Oui, bien sûr que ça fait du sens. Moi, je pense que pour l'entreprise comme pour les sociétés, le mot-clé va être le mot intelligence. C'est-à-dire que le système est beaucoup moins homogène. Il est beaucoup plus hétérogène avec des paramètres extrêmement contradictoires. Il va falloir articuler tous ces paramètres, en tout cas suffisamment pour survivre et se développer. Déjà, l'économie et le politique. La période d'aujourd'hui, c'est le retour du politique. Et le politique qui va, quelquefois, prendre des décisions qui, économiquement, n'auront pas de sens, mais qui auront un vrai sens politique. Et regardons Trump, regardons Xi Jinping, regardons Poutine, regardons tous les acteurs qui montent actuellement dans le nouveau monde qui est le nôtre. C'est des gens qui n'ont pas toujours un objectif exclusivement économique, même si l'économie, bien sûr, fait partie de l'équation. Le deuxième point, c'est la rareté. Nous sommes 8 milliards d'êtres humains sur une planète qui n'a pas bougé. Tout le monde a conscience qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Et à ce moment-là, ça change complètement les logiciels. Donc, le gagnant-gagnant systématique, c'est un peu derrière nous. C'est là qu'il doit y avoir des alliances ? Et c'est là qu'il faut comprendre quel est notre intérêt, quels sont les intérêts des autres, quels sont les intérêts potentiels avec l'un ou l'autre. Quelquefois, on sera à la fois en confrontation, en partenariat, et on fera du commerce. Au même moment, au même endroit, avec les mêmes personnes. Regardez en Ukraine, les Ukrainiens ont acheté du gaz russe pendant la guerre. Et c'est comme ça que ça va se passer. Il y aura des conteneurs et il y aura des missiles. Et en même temps, il y aura des discussions pour le réchauffement climatique ou pour la prochaine pandémie à gérer. Si je suis un peu provocateur, Pascal, il peut y avoir des conteneurs et des missiles vers la France. Mais bien sûr. Mais ne croyons pas, on n'est pas sur Mars, on est au milieu de ce monde. Et ce monde dont nous étions le centre, donc c'était plutôt confortable pour nous, reconnaissons-le, on est de moins en moins le centre, et même de plus en plus à la marge. Donc, et comme on est encore très riche, très vieux, considéré comme couard et pleutre et un peu fainéant, eh bien, nous pouvons de façon assez logique, être considérés comme des proies. Et c'est pas très confortable d'être une proie. Donc je pense qu'il faut accepter que les autres pensent différemment, aient des intérêts différents, et quelquefois des rapports de force forts, voire même de la violence, et emploient la force contre nous. Et il faut accepter de vivre dans ce monde, et toute personne qui vous veut du mal n'est pas nécessairement à détruire. Il va falloir cohabiter avec des gens qui ne nous veulent pas toujours du bien. Je pense qu'on va pouvoir trouver des pendants de cet aspect géopolitique dans les entreprises. Mais avant de revenir là-dessus, je voudrais qu'on passe sur le deuxième élément constitutif du triangle de cuivre. En mémoire, j'avais les corridors internationaux. Qu'est-ce que ça veut dire, Hervé ? Alors, les corridors internationaux, ça veut dire comment, finalement, on va rechercher de la croissance dans des nouvelles voies.
le monde, effectivement, ne va plus être centré, Pascal l'a dit, auto-centré sur le monde occidental. Et donc, chercher la croissance, c'est rechercher les nouveaux corridors internationaux. Par exemple, l'Europe va signer avec le Mercosur, on va dire, un nouveau plan. C'est un nouveau corridor qui s'ouvre. Il y a des nouvelles possibilités qui vont s'ouvrir. Comment on voit ? Mais il n'y a pas aussi qu'entre l'Europe et le reste du monde. Par exemple, le corridor entre l'Inde et l'Afrique recèle des potentiels de croissance extraordinaires. Comment les sociétés européennes se branchent sur ces corridors pour faire du business, pour développer des relations, pour apporter leur technologie. Donc le nouveau monde demain, c'est des alliances, parce qu'on ne peut pas faire tout seul, et bâtir sa stratégie sur les corridors pour trouver des nouvelles sources de valeur et de croissance. Ce que je retiens de tout ça, c'est que le monde devient de plus en plus complexe quand même. C'est-à-dire que les corridors qui étaient plutôt assez simples, dans lesquels on a vécu depuis 25 ans, on voyait bien où ils étaient, là on va avoir des corridors un peu multiples, à géométrie variable. Et agile, parce qu'un corridor peut se fermer, un autre corridor peut s'ouvrir. Donc il faut une stratégie internationale ou une stratégie de sourcing pour les entreprises domestiques très agile pour bénéficier des nouvelles opportunités. Parce qu'un jour, un corridor peut se fermer, le détroit d'Ormuz se ferme, il faut utiliser un autre corridor. Et donc on en arrive au troisième côté ou pointe du triangle de cuivre, qui est tout autour, je crois, des hommes, des ressources. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus ? Dans le triangle d'or, on misait tous sur l'économie de la connaissance. Demain, il va falloir travailler la migration des compétences. Pourquoi ? Parce que la démographie va s'affaiblir et on a besoin de plein de compétences pour réinternaliser, pour recueillir de nouveaux savoir-faire. Dans le triangle de cuivre, le soudeur est aussi important que l'ingénieur en intelligence artificielle. Et pour ça, il va falloir faire migrer les compétences, trouver des nouveaux viviers, faire bouger les gens et pas uniquement se dire j'aurai toujours quelqu'un qui va être sur le marché du travail. Non, il y a un vrai travail des entreprises pour identifier leurs compétences stratégiques et les travailler en termes de learning, en termes de formation professionnelle, en termes de sourcing aussi, en termes de répartition géographique. C'est un vrai chantier, c'est même une des clés de la compétitivité de demain. J'ai envie de parler à l'amiral X, parce que je me dis qu'en tant que dirigeant d'hommes et de femmes, vous devez être sensible à cet aspect-là, non ? Mais je pense que le point clé, c'est que le monde n'est plus plat. Vous vous rappelez peut-être ce livre de Thomas Friedman, The World is Flat, et en fait, finalement, une indifférenciation totale des endroits, des gens dans le monde. Et finalement, peu importe la personne qui fabrique ce micro, elle peut être à Bombay, elle peut être en Chine, ou elle peut être dans la Creuse. Finalement, tant que le micro est là au bon moment, c'est tout ce qu'on lui demande. Aujourd'hui, le monde n'est plus plat. Aujourd'hui, le monde a des différences. Aujourd'hui, il y a des endroits où on passe, la mer Rouge, et puis d'un seul coup, on passe plus. Parce que des Houthis, en sandalettes et avec des missiles, décident d'interdire le passage des bateaux dans la mer Rouge. Et ça change tout pour l'entreprise qui fait venir ce micro parce que ça lui rajoute 10 jours de mer et des frais, etc., etc. Et des primes de risque. Donc le monde n'est plus plat. Donc les partenariats, ils seront beaucoup plus à penser de façon intelligente en disant mais quel est ce pays ? Quelle est sa position ? Quel est son positionnement politique, son positionnement géographique ? La distance commence à redevenir importante. Et le monde n'est plus plat non plus pour les personnes. Et là, je rebondis sur le dernier point d'Hervé. Les gens ne sont plus indifférenciés. Non, les gens ont une culture, ont une nation, ont une vision du monde. Et un jour, votre sous-traitant délocalisé dira « Je ne veux pas travailler avec vous parce que votre pays travaille pour Israël et que moi, je considère que c'est terminé. Je ne veux pas travailler pour quelqu'un qui travaille pour Israël. » Et terminé. Et donc, vous devez vous poser des questions sur qui sont vraiment les gens, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête, dans leur cœur, dans leur motivation. Et donc, cette recherche de compétences, qui est indispensable, il faudra la faire de façon beaucoup plus subtile qu'avant. Et donc, une fois encore, le triangle de cuivre, moi j'aime bien cette expression, parce que le cuivre, c'est un conducteur, c'est un métal riche, c'est un métal intelligent, c'est un métal qui permet d'aller au plus loin que simplement mettre en relation Pierre avec Paul. C'est regarder qui est Pierre, qui est Paul, qui sommes-nous, quel est notre intérêt. Il est fluctuant, il n'est jamais total, on va devoir
coopérer avec des gens qui ne sont pas comme nous et qui varient dans le temps et qui auront par certains aspects des intérêts et par certains aspects des compétitions, voire des confrontations avec nous. Mon impression, c'est que dans cette nouvelle géographie qui se dessine, nous, Européens, monde occidental, on est quand même sur la défensive. Bah oui, et j'ai l'impression que, en réalité, comment on se remet dans la compétition mondiale ? Est-ce que nous sommes capables de nous remettre dans cette compétition mondiale ? Et je voudrais avoir vos deux points de vue, à la fois géopolitique et du côté de l'entreprise. Alors, oui, on est sur la défensive, puisqu'on était les privilégiés de l'ancien système. Le monde convergeait vers nous, on avait un coup d'avance sur tout le monde, donc c'était tellement simple, on donnait des leçons au monde entier, ce qui nous a d'ailleurs rendu insupportables au monde entier. Donc très bien. Et aujourd'hui, on est défiés, évidemment, avec nos propres armes. Et c'est d'une certaine façon assez compréhensible. Si on se met dans les pieds d'un Indien ou d'un Chinois, on comprend très bien la problématique. Et en même temps, ça nous oblige à nous reposer la question de qu'est-ce qui a fait que l'Europe, parce que c'est quand même au départ la logique européenne, qu'est-ce qui a fait que l'Europe a fasciné le monde et a finalement façonné le monde ? Et revenir aux fondamentaux européens, qui sont l'esprit de contradiction, la rationalité, l'ouverture au monde, la capacité à se remettre en cause, à même se culpabiliser quelquefois de façon excessive, mais à bien à essayer d'avoir en soi, dans notre culture, les outils qui nous ont permis d'être les premiers. Et donc, je pense que d'une certaine façon, oui, nous sommes dans une posture délicate, oui, c'est inconfortable, mais ça nous oblige à nous remettre en cause et à rebondir. Parce que c'est évident que le logiciel européen a quelque chose de plus. Et si nous l'avons oublié, car nous sommes des héritiers sans testament, les autres le savent très bien. Et si on ne sait pas qui on est, il suffit de demander aux autres dans le monde qui nous sommes, ils savent très bien nous décrire. Du côté des entreprises, Hervé ? Alors, on se remet dans le jeu de la compétition mondiale si l'État, que ce soit l'État-nation ou l'Europe, en ce qui nous concerne, se remet dans le jeu aussi. Et moi, j'aimerais bien finalement appliquer ce triangle aussi à l'Europe. Les trois sources du pouvoir d'une nation ou d'un bloc économique, c'est le soft power. Est-ce que j'ai la capacité d'influer ? C'est le structural power, c'est est-ce que la capacité à influer sur les normes, hein, donc le pouvoir normatif, et puis c'est le hard power, c'est-à-dire la capacité à faire du rapport de force. Bon. Alors aujourd'hui l'Europe, hein, si on fait le bilan, hard power, on se réarme, mais on est très très loin d'avoir le big stick américain. Hein. Structural power, on est capable d'imposer nos normes à l'intérieur, mais à l'extérieur, et le Mercosur en est un exemple, nos normes ne sont pas acceptées, hein, donc on est obligé de faire des contreparties. Et il y a un thème qu'on a laissé de côté, en friche, et qui pourrait être finalement la source du rebond, c'est le soft power. C'est quelle est la capacité d'attraction de l'Europe, quelle est son identité, sa personnalité, qu'est-ce qu'on dit au monde. Et aujourd'hui, on dit au monde fois multiplié par 26, donc en fait le monde ne comprend rien à ce qu'on est, à part le fait qu'il y a des normes, etc. Donc, et c'est vrai aussi pour la France, je pense, comment on reconstruit notre soft power pour entraîner et aider les entreprises, effectivement, à ouvrir de nouveaux champs, y compris dans le champ mondial. Donc, il y a un vrai travail de triangle stratégique à faire aussi pour les États et les nations. Alors, je vais me tourner vers l'homme du hard power. Pendant des années, vous avez été dans la Marine nationale, donc par essence même, l'homme du hard power. Comment vous réagissez à ce que dit Hervé ? D'abord, je suis parfaitement d'accord sur le fait que le soft power est extrêmement important. Il a été le grand levier de l'Occident pendant des décennies. Et le monde était fasciné par ce modèle européen au départ. Une fois encore, hein, parce que les Américains se déseuropéanisent, donc d'une certaine façon se désoccidentalisent. Et aujourd'hui, on ne fascine plus. Donc il faut nous poser la question, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on est l'objet d'un rejet plus que et qu'on est beaucoup moins attractif que l'ont été nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents ? Et donc là, je suis parfaitement d'accord sur le fait qu'il faut se remettre en cause et se reposer les bonnes questions. Mais ça tombe bien, la culture européenne, c'est une culture qui sait se mettre en question. Et c'est ça qui a fait sa force, c'est son ADN de base. Maintenant, dans un monde
de Jurassic Park, dans un monde où les fauves reviennent, où les grands prédateurs sont là, c'est clair qu'il va falloir résister à ces prédateurs. Parce que sinon, on va devenir des proies. Et c'est comme ça qu'ils nous voient de plus en plus. Hein. Et donc, il faut vivre parmi les prédateurs sans devenir un prédateur. Parce que la force de la culture européenne, c'est justement d'être extraite progressivement, douloureusement, avec plus ou moins de succès d'ailleurs, de ce simple rapport de force. Donc oui, le soft power est clé, et la capacité à créer de la norme viendra avec le soft power, parce que si on vous rejette, personne n'accepte vos normes, c'est évident. Mais aujourd'hui, il faut aussi réapprendre à vivre dans un monde beaucoup plus rugueux, beaucoup plus dur, beaucoup plus brutal. Et on va découvrir d'ailleurs, et ça c'est le militaire qui parle, que un monde brutal n'est pas seulement un monde où on ne peut pas être heureux. Voilà. Et qu'on a créé un monde extrêmement apaisé, en superficie, en surface, et qui a intégré ou mis sous terre un mal-être, une violence, qui fait que beaucoup des populations occidentales ou européennes ne sont pas si heureuses que ça. La consommation de drogue n'a jamais été aussi forte, les suicides sont très forts, et les gens ne veulent plus se reproduire. Ça prouve bien qu'il y a un mal-être dans nos propres sociétés, soi-disant, très pacifié. Écoutez, Pascal Hausser, merci beaucoup. Merci. Hervé Baculard, merci beaucoup. Merci. Et maintenant, nous allons méditer sur le triangle de cuivre, de fer et d'or.